Bonjour Marc Gustadt. Bonjour. Comme je le disais juste avant, voilà, les hôpitaux étaient en première ligne pour faire face à cette pandémie. On a tous entendu le président de la République nous dire dans son allocution « Nous sommes en guerre ». Ça, c'était le 16 mars 2020. J'imagine que dans vos têtes, tout s'est bousculé. Il a fallu prendre des mesures d'urgence, communiquer et agir. C'est ça, communiquer et agir. D'abord agir, puisque dès que le président a annoncé le confinement, j'avais en tête que la plupart des personnels qui étaient dans l'hôpital étaient plutôt féminins et avaient la plupart des enfants, donc en bas âge. Donc mon premier réflexe a été de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire des enfants, entre guillemets. Donc là, j'ai organisé une cellule de crise avec l'éducation nationale et la mairie pour déjà voir ce qu'on pouvait faire pour le lundi matin. Parce que c'était le lundi matin que les choses devenaient vraiment sérieuses. Donc déjà, agir dans l'urgence, organiser une cellule de crise. Ensuite, il a fallu tout de suite aussi protéger les EHPAD. J'avais bien conscience que, comme on est une institution qui protège, on doit protéger les gens, c'est le cas de le dire, mais on doit aussi les aider dans leur lieu de vie à vivre normalement. Et là, il y avait un dilemme entre protéger, c'est-à-dire enfermer les gens, entre guillemets, les priver de visite, d'une part, en les protégeant du virus le maximum, et puis de l'autre côté, les enfermer finalement dans une vie qui n'était pas rigolote. C'est ça. On ne se rend pas trop compte. C'est vrai que vous avez beaucoup communiqué avec les médias, vous avez beaucoup informé vos collègues sur les situations difficiles. On ne se rend pas compte dans un hôpital, tous les services étaient aussi touchés. On va écouter le chef pharmacien qui nous explique un petit peu les flux tendus, comment gérer les médicaments. Et puis il n'y avait pas que ça à gérer, il y avait les autres maladies, les autres problèmes qu'il peut y avoir. Le Covid nous a permis d'avoir comme enseignement un retour d'expérience sur la gestion des tensions d'approvisionnement, d'une manière générale des produits pharmaceutiques, d'adopter des stratégies pour contourner les ruptures et les tensions en produits urgents, comme des antibiotiques, d'autres traitements, des anesthésiques, entre autres. C'est-à-dire quand il y a tension d'approvisionnement sur certaines familles de médicaments, on est déjà préparer sur comment s'y prendre, aborder la chose, soit par des stratégies de modification de traitement ou de travail en collaboration avec d'autres établissements hospitaliers. On était en première ligne sur l'approvisionnement d'une part des médicaments, mais d'autre part des équipements de protection individuelle. Et tout en sachant qu'on était aussi censé continuer le travail de routine, c'est-à-dire la validation des prescriptions, la préparation des doses à administrer et tout le reste. C'était pas que les produits directement liés au Covid qui étaient impactés, puisque la pandémie était mondiale. Du coup, il y avait toutes les chaînes de distribution des autres médicaments, produits pharmaceutiques qui étaient impactés. Les habitudes ont changé. Maintenant, pour les moindres soucis respiratoires, le personnel, les agents mettent les masques pour protéger l'environnement, pour protéger les collègues, pour protéger les patients. Voilà, il y a toujours cet esprit de protection qui est resté, qui demeurera dans les services. Oui, à la moindre alerte ou épidémie, les gens, comme l'a dit le docteur Mar, sont beaucoup plus habitués maintenant à mettre un masque de façon spontanée. Bon, il faut insister un peu, mais c'est passé dans la culture. Pour en fait prendre ces décisions difficiles, je n'étais pas tout seul, heureusement. Et tous les jours, à partir du 17 mars, d'ailleurs, je crois que c'était la première, on a réuni une cellule de crise à 9h avec les principaux chefs de services médicaux, la cellule de communication, les services techniques, enfin tous les services à l'hôpital qui font tourner un hôpital. Et on prenait les décisions toujours après avoir entendu l'ensemble des personnes. Par exemple, l'interdiction de visite aux EHPAD qui venait très tôt, c'est une décision lourde dont on connaissait les conséquences possibles. Et c'est évident que là, il faut se parler, il faut en discuter et il faut trancher, mais c'est jamais une personne seule qui tranche. Pour vous, la communication, dans cette pandémie, c'était indispensable. Oui, la communication en interne comme en externe. C'est-à-dire que plus on protégeait, plus on essayait de protéger en tant qu'institution qui protège, c'est normal, plus il fallait s'ouvrir.
vers les autres, et plus il fallait communiquer en interne. En interne, donc à chaque fois, cette cellule de crise avait un compte-rendu et je le diffusais le soir même. En interne aussi, je réunissais chaque semaine les représentants du personnel, syndicats, pour faire un point avec eux et pour répondre à leurs questions et leurs inquiétudes, et puis qu'ils puissent relayer, si vous voulez, les réponses de la direction, parce qu'on est quand même 850 personnes en tout, c'est quand même pas rien. Et puis, chaque semaine, j'avais aussi au téléphone les représentants des usagers qui siègent dans les instances de l'hôpital, qui connaissent bien l'hôpital, mais qui aussi pouvaient faire l'interface quand ils étaient interpellés en ville par tel ou tel, parce que les gens savent qu'ils sont à l'hôpital représentants des usagers. Donc c'est très important aussi. Si on devait revivre une pandémie comme celle-ci, je ne le souhaite pas du tout, mais vous pensez qu'en France, on est prêt dans les services hospitaliers à prendre les choses à bras-le-corps maintenant? Alors clairement, à l'époque, en tout cas je parle pour l'hôpital d'Issoudun, on n'était pas prêt à une telle pandémie, ni en masque, ni en équipement, ni culturellement. On avait déjà des plans de crise. Donc l'hôpital quand même est pensé pour assumer une crise, mais on n'imaginait pas faire face à une crise de cette dimension. D'autant plus que cette crise-là, elle était inconnue. On ne savait pas combien de temps elle allait durer. On ne savait pas combien le confinement allait durer. On ne savait pas si c'était 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. On ne savait pas pourquoi, pour quelle durée on partait. Et c'est ça peut-être qui était le plus difficile à gérer. Mais l'urgence fait partie de la vie de l'hôpital. Maintenant, évidemment, les plans et tout ce qui est de plan de crise et plan blanc, plan bleu ont été évidemment réactualisés à ce niveau-là encore plus qu'avant. Oui. Très bien. La Covid sévit toujours, un peu moins, mais on peut encore se faire vacciner pour les personnes qui ont des soucis, par exemple. Oui, je suis encore là, je ne suis pas médecin, mais je parle sous couvert des médecins qui me conseillent et qui me parlent tous les jours. Il faut se vacciner lorsqu'on est à risque, quand on a des facteurs de risque secondaires. Oui, il faut se vacciner pour limiter, encore une fois, le vaccin n'empêche pas la transmission brute, mais atténue l'effet du virus. Donc si vous avez déjà une pathologie chronique ou un problème de santé, évidemment le Covid-19 va influencer, va aggraver votre pathologie, et c'est là que ça peut devenir dangereux, non pas en tant que Covid-19 tout seul, mais en tant qu'aggravant votre pathologie déjà présente et qui affecte déjà votre vie. Donc pour les personnes à risque, oui, il faut se faire vacciner au même titre que la grippe. Absolument. C'est exactement la même chose. Une grosse grippe peut être beaucoup plus dangereuse qu'un petit Covid. C'est vrai. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à suivre. Top chrono avec le président du tir olympique à Issoudun, c'est à 18h50. Le magazine littéraire Délivrez-vous à 19h05. Et on se quittera en musique avec le concert de Nasty Joe. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Bip TV.